En 1983, la communauté scientifique a pris une décision qui semblait étrange au premier abord. Établir officiellement la vitesse de la lumière, non pas comme une estimation expérimentale, mais comme une valeur exacte. Dès lors, le métro cessa d'être défini par une barre physique et commença à l'être par le temps de parcours de la lumière. Ce n'est plus la lumière qui devint dépendante de l'espace, mais l'espace qui devint dépendant de la lumière. Ce détail technique passe souvent inaperçu. Pourtant, il révèle quelque chose de profond. La vitesse de la lumière n'est pas qu'une simple mesure, c'est un pilier structurel de la réalité. Rien dans l'univers observable n'a jamais enfreint cette limite. Peu importe la quantité d'énergie appliquée, peu importe le niveau de développement de la technologie, peu importe qu'il s'agisse de particules subatomiques ou de galaxies entières, tout s'arrête devant ce même mur invisible. Et la question inévitable se pose, non pas comme une spéculation philosophique, mais comme un véritable problème physique. Qui fixe cette limite? Il ne s'agit pas d'une métaphore ni d'une provocation poétique. C'est un problème technique qui préoccupe les physiciens depuis plus d'un siècle. Car, contrairement aux lois humaines, personne n'a jamais établi la vitesse de la lumière comme une valeur maximale. Elle apparaît simplement dans toutes les équations fondamentales, de l'électrodynamique à la relativité, comme une valeur absolue et non négociable. Avant même Einstein, James Clerk Maxwell, j'étais déjà tombé sur cette découverte. En unifiant l'électricité et le magnétisme, ces équations aboutissaient à un chiffre précis, environ 300 000 km par seconde. Il ne s'agissait pas d'une prédiction concernant les ampoules ou les étoiles, mais d'une valeur qui émergeait de la structure mathématique même de l'univers. Einstein a simplement suivi le raisonnement logique. Si la lumière se propage toujours à la même vitesse, quel que soit l'observateur, alors le temps et l'espace ne peuvent être absolus. Ils doivent s'adapter pour protéger cette limite. Et c'est précisément ce que la relativité restreinte a démontré. L'univers déforme le temps, contracte l'espace et augmente la masse, tout cela afin de garantir que rien ne dépasse la vitesse de la lumière. Ce point est crucial. La vitesse de la lumière n'est pas une limite imposée aux objets. Il s'agit d'une limite imposée à la structure même de la réalité. Lorsqu'un objet accélère, ce n'est pas l'objet qui défaillit, mais l'univers. Le temps ralentit, les distances se contractent, la causalité se réorganise. La réalité tout entière se plie pour préserver cette valeur. Cela ne semble pas être un simple détail technique, cela semble être un mécanisme de confinement. Et c'est là que surgissent les premiers micro-conflits scientifiques. Si la vitesse de la lumière est la limite maximale, alors rien ne peut transmettre l'information plus rapidement que lui. Cela signifie que l'univers interdit la communication instantanée. Il interdit les raccourcis causaux. Il interdit que les effets découlent de causes antérieures. Sans cette limite, les paradoxes exploseraient de toutes parts. Des messages arrivant avant d'être envoyés, des effets survenant avant leur cause, des systèmes physiques s'effondrant logiquement. Autrement dit, sans la limite de la lumière, l'univers serait incohérent. Il ne s'agit pas d'une hypothèse, mais d'une conséquence mathématique directe. Et puis un malaise plus grand survient. Car cette limite n'est pas seulement extérieure. Elle influence notre perception du temps. Lorsqu'un objet approche la vitesse de la lumière, le temps s'écoule plus lentement pour lui. Ce phénomène a déjà été mesuré, testé et prouvé grâce aux horloges atomiques embarquées sur les satellites et aux particules utilisées dans les accélérateurs de particules. Plus vous allez vite, moins le temps passe pour vous. À la limite extrême, la limite de la lumière, le temps cesse de s'écouler. Ce point est rarement expliqué avec le sérieux qu'il mérite. Si quelque chose pouvait atteindre exactement la vitesse de la lumière, le temps nécessaire pour cela serait nul. Il n'y aurait ni avant ni après. Le temps ne s'écoulerait pas. Du point de vue de ce quelque chose, le moment du départ et le moment de l'arrivée seraient identiques. La lumière ne se déplace donc pas seulement vite, elle ne pas ressentir le temps. Ce fait à lui seul devrait déjà surprendre. Pourtant, on le considère généralement comme une curiosité technique et non comme un problème ontologique. Et c'est une erreur, car si la lumière n'est pas soumise au temps, elle occupe une place unique dans la réalité physique. Tout ce qui existe est lié au flux du temps. La lumière, elle, ne l'est pas. Il relie des événements distincts dans l'espace, sans ressentir de séparation temporelle. Ce détail a profondément perturbé certains physiciens, notamment ceux qui ne se contentaient pas d'appliquer des équations,
mais qui voulaient comprendre ce qu'elles exprimaient réellement. Parmi eux, l'un d'eux en particulier refusait de feindre la compréhension là où il n'y avait que calcul. Richard Feynman avait l'habitude de répéter une phrase qui mettait mal à l'aise. « Personne ne comprend vraiment ce qu'est la lumière. Non pas pour vous provoquer, mais pour vous faire un aveu sincère. Nous savons prédire votre comportement avec une précision absurde. Nous savons utiliser vos équations pour concevoir des technologies. Mais nous ne savons pas ce qu'elle est Petra ni pourquoi elle occupe un rôle aussi central. » Feynman ne s'intéressait pas aux frontières conventionnelles. Il voulait savoir pourquoi. L'univers a choisi cette limite précise, et pas une autre. Pourquoi pas le double? Pourquoi pas l'infini? Pourquoi la vitesse serait-elle soumise à une limite absolue, alors que tant d'autres grandeurs physiques varient librement? La réponse habituelle est généralement « c'est ainsi », car les équations le disent. Pour Feynman, ce n'était pas une réponse. C'était une résignation intellectuelle. Et plus on s'enfonce dans la réalité, plus cela devient troublant. La vitesse de la lumière intervient non seulement en relativité, mais aussi en mécanique quantique, en théorie de l'information et dans la thermodynamique des trous noirs. Elle définit les horizons, ces limites au-delà desquelles les événements deviennent inaccessibles. Elle détermine ce qui peut être connu, observé et influencé. Cela définit littéralement la portée de la réalité observable. Rien de ce qui se passe au-delà du cône de lumière ne peut vous affecter en ce moment, aussi violent ou énergique que soit l'événement. Si l'information ne peut vous atteindre à la vitesse de la lumière, elle n'existe tout simplement pas pour vous à l'instant présent. Cela transforme la limite de la lumière en quelque chose de plus qu'un plafond physique. Elle devient un filtre ontologique, ce qui peut ou non faire partie de votre réalité. Et c'est là que réside la tension centrale de cette histoire. Si la limite de la vitesse de la lumière protège la causalité, préserve la cohérence du temps et définit ce qui peut être réel pour vous, alors ce n'est pas un détail accidentel. C'est un mécanisme fondamental d'organisation de l'univers. La question cesse donc d'être « Pourquoi rien ne dépasse la vitesse de la lumière ?» La question correcte est maintenant « Que protège exactement cette frontière ?» Car lorsqu'un système impose une règle aussi rigide, aussi universelle et aussi profondément ancrée, c'est rarement sans raison. Et c'est en explorant cette question, non pas avec mysticisme, mais avec une physique rigoureuse, des mathématiques et une honnêteté intellectuelle, que Feynman a commencé à aborder un sujet que la plupart préféraient ignorer. Quelque chose qui ne figure pas dans les manuels scolaires. Ce qui laisse penser que la limite de vitesse de la lumière n'est pas qu'une simple restriction, mais un signe que la réalité obéit à des règles plus profondes que celles que nous sommes prêts à admettre. Et c'est précisément ce qui commence à se révéler dans la partie suivante. Quand les physiciens affirment que la vitesse de la lumière est une limite, le grand public imagine généralement quelque chose de simple, un plafond technique, comme la vitesse maximale d'un moteur. Mais ce qui devient clair, lorsqu'on examine attentivement les données, c'est que cette limite ne constitue pas une barrière passive. Il agit comme un système actif de protection de la réalité. Il ne s'agit pas de rhétorique. C'est la conséquence directe d'expériences répétées depuis des décennies. Dans les accélérateurs de particules, comme le CERN, les électrons sont propulsés avec des quantités d'énergie colossales. Lorsqu'ils approchent à la vitesse de la lumière, un phénomène étrange se produit. Ils continuent de recevoir de l'énergie, mais leur accélération est à peine perceptible. Au contraire, sa masse relativiste augmente. L'univers accepte cette énergie, mais refuse que cette limite soit franchie. Le message est clair. La réalité préfère être déformée plutôt que d'enfreindre cette règle. Ce comportement n'est pas propre aux particules. Les satellites GPS doivent constamment corriger leur horloge car, en orbite, le temps s'écoule plus vite qu'à la surface de la Terre. Sans ces corrections relativistes, l'erreur de positionnement augmente de plusieurs kilomètres par jour. C'est-à-dire, la relativité n'est pas une théorie lointaine. Elle affecte votre téléphone portable en ce moment même. Mais le point le plus déroutant n'est pas d'ordre technologique, il est d'ordre conceptuel. Si le temps ralentit lorsque la vitesse augmente, alors le temps n'est pas une entité absolue. Cela dépend du mouvement, de l'énergie et de l'observateur. Ainsi, deux événements qui vous paraissent simultanés peuvent ne pas l'être pour une autre personne en mouvement. Ce détail anéantit la notion intuitive d'un présent universel. Et c'est là qu'intervient la prise de conscience qui a commencé à me profondément perturber. Richard Feynman. Feynman a compris que la vitesse de la lumière
ne sert pas seulement à réguler le mouvement. Elle sert aussi à préserver la causalité. Il veille à ce que les causes précèdent les effets, que les décisions ne soient pas remises en cause par des informations futures et que l'univers ne s'effondre pas logiquement. Ce point n'est pas philosophique, il est mathématique. Lorsque les physiciens tentent de modéliser des scénarios où l'information se propage plus vite que la lumière, des paradoxes insolubles surgissent. Non pas des paradoxes narratifs, mais des équations qui perdent tout leur sens. Des systèmes qui entrent en contradiction interne. La physique, tout simplement, s'effondre. Par conséquent, chaque fois que quelqu'un annonce une communication supraluminique, les détails techniques réels ne tardent pas à suivre. Aucune information utile n'est transmise. Les corrélations quantiques existent, mais elles n'impliquent pas de contrôle causal. L'univers permet la corrélation sans pour autant autoriser une violation de l'ordre établi. Il s'agit d'un schéma. Et en science, les schémas importent plus que les exceptions. Autre fait troublant, la vitesse de la lumière apparaît également comme la limite maximale du traitement de l'information. Il existe une vitesse maximale à laquelle tout système physique peut effectuer des opérations, appelée limite de Bremermann. Et devinez ce qui figure dans l'équation? La vitesse de la lumière. Cela relie la limite de la lumière à l'idée même de l'informatique physique. Votre cerveau, votre ordinateur, tout système traitant des informations est limité par ce plafond. Non pas à cause de limitations technologiques, mais parce que l'univers ne permet pas un traitement arbitrairement rapide. Ce point a une incidence directe sur la vie quotidienne des êtres humains. Nous vivons à l'ère de l'accélération constante. Plus de données, plus de stimuli, plus de vitesse. Mais il existe un goulot d'étranglement fondamental qu'il est impossible de surmonter. Quels que soient nos efforts d'optimisation, il existe un rythme maximal imposé par la réalité. Ceci explique pourquoi certaines attentes modernes se heurtent à des limites physiques bien réelles. L'épuisement cognitif, la surcharge informationnelle, le déficit d'attention. Nous essayons de vivre comme s'il n'y avait pas de limite, mais l'univers, lui, nous rappelle qu'il existe. Ce conflit entre les attentes humaines et la structure de la réalité est silencieux, mais profond. Pour revenir à la physique, un autre exemple rend la situation encore plus inquiétante. Les trous noirs. Autour d'eux se trouve ce qu'on appelle l'horizon des événements, une limite au-delà de laquelle aucune information ne peut s'échapper, car même la lumière ne peut franchir la courbure de l'espace-temps. Cela signifie qu'il existe des régions de l'univers qui demeurent à jamais hors de portée de la réalité observable. Ils ne sont pas éloignés, ils sont isolés, causalement. Encore une fois, la vitesse de la lumière ne définit pas seulement la vitesse. Elle définit qu'est-ce qui peut exister pour toi. Si quelque chose se produit au-delà de cet horizon, en pratique, cela ne s'est jamais produit. Pas maintenant, pas demain, jamais. Ce constat conduit à une conclusion troublante. La réalité n'est pas tout ce qui existe. Elle est tout ce qui peut être causalement lié à vous, dans les limites imposées par la lumière. Feynman considérait cela comme un problème ouvert, et non comme une réponse définitive. Il se méfiait de la facilité excessive avec laquelle la physique acceptait cette limite comme naturelle. Pour lui, lorsqu'un élément apparaît dans toutes les équations fondamentales régissant le temps, l'espace, l'énergie et l'information, ce n'est pas une coïncidence. C'est structure. Et cette structure soulève des questions. Si la vitesse de la lumière organise la causalité, limite le traitement de l'information, définit l'horizon de l'observable et empêche les paradoxes temporels, alors elle ne se contente pas de décrire l'univers. Elle régule le comportement de l'univers. À ce stade, une petite pause s'impose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que cette histoire dépasse largement le cadre de la simple curiosité scientifique. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et laisser un « j'aime ». Ce n'est pas seulement un soutien au contenu, c'est aussi la preuve que ce type d'enquête approfondie a encore toute sa place. Car nous entrons maintenant dans la partie la plus délicate. Certains physiciens ont commencé à remarquer que les équations fondamentales ne décrivent pas des objets isolés, mais flux d'informations, champs, interactions, échanges. Et tous ces échanges sont soumis à la même limite. Cela a donné naissance à une idée qui est de plus en plus prise au sérieux. Peut-être que l'univers n'est pas fait de choses, mais d'informations structurées. Dans ce cas, la limite de la vitesse de la lumière cesse d'être un détail physique et devient limite de mise à jour de la réalité, une horloge maximale de l'univers.
un rythme fondamental du changement. Cette idée n'est pas universellement acceptée, mais elle résout plusieurs problèmes à la fois. Elle explique pourquoi la causalité est préservée, pourquoi les paradoxes temporels ne se produisent pas, et pourquoi l'univers est calculable jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. Le problème, c'est que cette interprétation soulève une question que peu de gens aiment aborder. Qui ou quoi définit ce rythme? Car les systèmes réglementés, dotés de limites précises et universelles, émergent généralement pas sans architecture. Ils émergent sans logique sous-jacente. Et c'est là que la recherche cesse d'être confortable. Dans la prochaine partie, nous aborderons le point sur lequel Feynman a évité de spéculer publiquement, mais qu'il n'a jamais ignoré en privé. Si la limite de vitesse de la lumière est un mécanisme de contrôle, alors la réalité n'est peut-être pas aussi passive qu'elle le paraît. Et les implications de ceci affectent directement votre compréhension du temps, du choix et même de la conscience. Parvenir à ce stade implique d'accepter une constatation inconfortable. La limite de vitesse de la lumière n'est pas un détail technique de la physique moderne. Elle organise le temps, préserve la causalité, limite l'information et définit ce qui peut ou ne peut pas exister pour vous dans le présent. L'ignorer n'est pas seulement une négligence scientifique, c'est renoncer à comprendre le véritable fonctionnement de la réalité. Les conséquences de cette négligence se font déjà sentir. Pendant des décennies, nous avons considéré l'univers comme une scène neutre, un espace vide, où les objets se déplacent selon des lois mécaniques. Mais les données affirment le contraire. L'univers réagit, elle s'adapte, elle se défend. Lorsqu'une chose menace de franchir la limite de la lumière, ce n'est pas l'objet qui défaillit, c'est le temps qui ralentit, l'espace qui se contracte, l'énergie qui se convertit en masse. La réalité tout entière se réorganise pour maintenir une règle intacte. Il ne s'agit pas d'un comportement passif, c'est ça règlement. Ignorer cette caractéristique a conduit à une science puissante, mais incomplète. Nous avons créé des technologies extraordinaires, mais nous avons évité la question la plus gênante. Pourquoi la structure de l'univers est-elle protégée de manière si rigide? Dans tout autre contexte, biologie, systèmes complexes, ingénierie, lorsque nous rencontrons des limites universelles assorties de mécanismes correctifs, nous parlons d'architecture, de finalité fonctionnelle, de conception structurelle. En cosmologie, on préfère parler de coïncidence, de choix à un prix. Cela nous empêche d'explorer les implications plus profondes de cette découverte. Si la limite de la vitesse de la lumière définit le rythme maximal auquel la réalité est mise à jour, alors l'univers n'est pas simplement quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui, processus. Les événements ne se produisent pas librement. Ils doivent respecter un flux causal maximal. Ceci rapproche la physique de concepts qui appartenaient auparavant exclusivement à la philosophie. Information, observateur, expérience. Et voici un point qui est rarement porté à l'attention du public. Parmi eux, certains des physiciens les plus méticuleux du XXe siècle, Richard Feynman. Ils se sont rendus compte que les équations fonctionnaient parfaitement. Même lorsque nous ne savons pas ce que nous décrivons, Feynman n'a jamais prétendu que l'univers était conscient. Mais il a clairement indiqué, à maintes reprises, que nous ne comprenions ni la nature de la lumière, ni la raison de son rôle central. Il savait qu'accepter le fonctionnement de l'univers sans en comprendre la nature relevait d'une forme d'ignorance élégante. Aujourd'hui, cette question fait un retour en force. Si la réalité est limitée par l'information, si le temps dépend de l'observateur, si ce qui existe pour vous est défini par ce qui peut vous atteindre dans les limites de la causalité, alors l'expérience consciente cesse d'être un sous-produit sans importance. Elle devient partie intégrante du système, non pas comme une forme de mysticisme, mais comme une conséquence logique. L'observateur est important car la réalité est relationnelle. Cela change tout. Cela modifie notre compréhension du libre arbitre, car les décisions ne se prennent pas hors du temps. Elles s'inscrivent dans un flux causal, protégé. Cela modifie notre compréhension du futur, car il n'est pas là-bas, attendant d'être atteint. Il est constamment mis à jour dans des limites rigides. Et cela modifie notre compréhension de l'univers lui-même, qui cesse d'être un amas de choses et commence à ressembler à un processus d'organisation continue. Que se passe-t-il lorsque nous ignorons cela? Nous créons des récits où la conscience est accidentelle, où l'observateur est insignifiant, où la réalité n'a aucune profondeur au-delà de la matière.
Mais ces récits commencent à s'effondrer précisément là où les données deviennent les plus précises, à la frontière entre information, temps et observation. C'est là que beaucoup de choses restent hors du débat public, non pas par complot, mais par gêne intellectuelle. Il est plus facile d'enseigner des formules que d'admettre que les formules laissent entrevoir quelque chose de plus important. Et ce quelque chose n'est pas religieux au sens traditionnel du terme. Il n'exige pas une foi aveugle, il exige seulement l'honnêteté face aux implications. Si l'univers fonctionne selon des limites aussi précises, s'il protège sa cohérence avec une telle rigueur et s'organise autour de l'information, alors une question inévitable se pose. L'univers sait-il ce qu'il fait? Cette question ne trouve de réponse ni dans une vidéo, ni dans un article. Elle exige une analyse plus approfondie qui explore la science, la philosophie et la conscience sans tomber dans la simplification excessive. C'est précisément à ce stade que se poursuit le voyage présenté ici. Livre électronique. L'esprit du créateur. L'univers est-il conscient? Tout part de cette question précise. Il ne propose pas de réponse facile. Il approfondit l'enquête initiée par cette vidéo. La possibilité que l'univers ne soit pas qu'un simple décor indifférent, mais un système organisé, informationnel et peut-être même conscient à un niveau fondamental. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé et est également accessible via un code QR à l'écran. Si ce contenu vous a interpellé, ce document en constitue le prolongement naturel, non pas comme une conviction, mais comme une exploration sérieuse d'une des plus grandes questions que la science moderne a hésité à aborder. Et avant de conclure, il est bon de garder une dernière image en mémoire. Imaginez un univers sans la limite de la vitesse de la lumière. Un univers où l'information arrive avant d'être envoyée, où le temps n'est pas organisé, où les causes ne précèdent pas les effets, où la réalité ne peut maintenir sa cohérence. Cet univers ne peut pas supporter la conscience. Il ne permet pas de choisir. Cela ne résiste pas à l'épreuve de l'expérience. La nôtre nous fait vivre. La question ultime n'est pas de savoir si la vitesse de la lumière est la limite. La question est, pourquoi la réalité exige-t-elle une telle limite pour continuer d'exister? Et qu'est-ce que cela révèle sur la nature de l'univers que vous habitez? Si cette question vous préoccupe également, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous ce qui vous a le plus interpellé dans cette enquête. La poursuite de ce débat dépend de celles et ceux qui refusent les réponses simplistes.